demanderai d'accueillir très chaleureusement une de nos grandes cinéastes québécoises, une cinéaste engagée, une cinéaste qui pose un regard sur les dynamiques du monde et nous amène à nous questionner sur qui nous sommes et pourquoi nous le faisons. Donc, accueillir pour le Creative Mornings, le 34e Creative Mornings à Montréal sur le thème de l'éthique, Carole Poliquin. Bonjour. Merci d'être là, d'être venu entendre cette conférence. Puis merci à Louis-Félix, merci à Creative Morning. Moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup dans la vie, puis ça fait partie même des raisons pour lesquelles le documentaire est important pour moi, c'est que ça crée des lieux de rencontre. Je crois aux lieux de rencontre. Quand tu mets du monde ensemble, qui se parle, qui communique, qui échange. Du choc des idées naissent des nouvelles idées. C'est comme ça que l'action est en germe dans ces rencontres-là. Donc, bravo d'avoir mis sur pied cette magnifique organisation que Louis-Félix m'a permis de connaître et pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai fait une dizaine de films, j'en ai produit d'autres aussi. J'ai mis des notes pas loin, là, parce qu'en 20 minutes, 20 minutes pour moi, c'est comme faire un court-métrage. Moi, je suis habituée de faire des longs-métrages. Alors, le défi, c'est beaucoup ça, de ne pas me perdre. Je vais vous parler de mon chemin, des causes qui comptent pour moi, puis de quelques petites choses que j'ai compris au fil des ans, à travers les réflexions que j'ai menées dans mes films, puis à travers les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont éclairée. Je dirais qu'il y a eu comme 3 prises de conscience majeures dans ma vie qui ont vraiment marqué mon chemin et qui ont aussi orienté mes choix de sujets, tous mes films. En fait, c'est comme tout relié, là, le cheminement personnel, politique et cinématographique. Il y a au début, fin des années 60, début 70, la prise de conscience de notre différence comme nation au Québec, la prise de conscience des injustices qui marquaient notre situation économique, politique à ce moment-là. Il y a évidemment, après ça, j'ai vécu plusieurs années en Turquie. Les hasards de la vie m'ont amené là-bas. Et là aussi, la prise de conscience, mettons, des injustices économiques et politiques à un niveau plus global qui affecte les pays, j'aime pas dire du tiers-monde, parce que la Turquie, d'après moi, n'était pas un pays affecté par des famines, des sécheresses, tout ce qu'on associe souvent au tiers-monde, là. Bon, des pays plus pauvres. Plus récemment, je dirais, avec l'empreinte, la prise de conscience de la découverte de notre histoire collective, de notre lien avec les Autochtones et la prise de conscience donc des grandes injustices qui affectent les Autochtones ici. Non pas que j'en étais pas consciente avant, mais ça n'avait pas pris le devant dans mon parcours et je suis arrivée avec l'empreinte à donner à cette dimension-là quelque chose pour le reste de ma vie. Là, ça a changé quelque chose. Je n'étais pas partie pour être réalisatrice. Je pense que ça ne faisait même pas partie de mon vocabulaire. Je viens d'un milieu ouvrier dans la Beauce. Il n'y avait pas de livre à la maison. C'est beaucoup par la télé, le début de la télé Radio-Canada que je me suis ouverte au monde. Donc, l'idée qu'il y avait des réalisateurs, que le métier existait, ça ne me traversait pas l'esprit non plus. Mais d'aussi loin que je me rappelle, je voulais faire du théâtre. Alors, c'est ce que j'ai finalement fait. Là, je suis allée au Conservatoire d'art dramatique à Québec et je suis arrivée dans le théâtre au moment où est-ce qu'il y avait toute cette effervescence aussi au Québec.
Dans le théâtre, ça se manifestait aussi par les créations collectives. Partout, les artistes prenaient la parole. On s'appropriait notre langue, notre culture, notre parlure même. Je me souviens de moments mémorables autour des belles-sœurs de Michel Tremblay, qu'on voulait monter au séminaire Saint-Georges, puis que ça n'avait pas, ça avait pas passé auprès du clergé qui dirigeait le séminaire. Donc, c'est ça, c'est un peu tout semblait possible, le monde nous appartenait, il y avait une dynamique sociale extraordinaire là, qui nous... il y avait aussi le mouvement des femmes, donc je ne me suis jamais comme femme posé de question s'il y avait quelque chose qui m'était pas accessible parce que j'étais une femme. Et pourtant, il faut se replacer dans le contexte qu'au séminaire où je suis allée à Saint-Georges, là, le cours classique, quand je suis rentrée là, ça faisait 2 ans qu'ils acceptaient les femmes. On ne parle pas de l'Antiquité grecque, là. Alors, après le conservatoire, le goût de voyager, hein, on rencontrait des Québécois partout. Je suis partie en stop faire le tour de l'Europe et puis c'était vraiment... on rencontrait autant de Québécois que de... Partout sur notre chemin, les Québécois ont beaucoup voyagé. On s'est comme aussi approprié le monde à cette époque-là. Et les hasards de la vie m'ont amenée jusqu'en Turquie, où là, j'ai rencontré un Turc et j'ai pris Marie pour le permis de séjour, parce que comme les Québécois, déjà à cette époque-là, on ne croyait plus au mariage. Ça a changé tellement vite, le Québec, là, dans ces années-là. Donc, c'est là que j'ai fait mes classes marxistes. C'est là que j'ai chanté l'Internationale en turc et puis j'ai lu, je m'en souviens encore, j'ai lu sur les mouvements de libération nationale. Ce qui était frappant là-bas, c'est que tu voyais des jeunes qui étaient capables de discourir sur l'impérialisme américain. Tu sais, l'impérialisme, disons au Québec, oui, le mot m'était familier, mais on parlait beaucoup d'impérialisme culturel. Et là, je voyais comme une autre dimension politique. Vraiment, c'est en Turquie que le monde politique s'est comme ouvert à moi. Alors, on a mis la main sur une caméra un peu par hasard. On a commencé une Beaulieu 16 mm, pas synchrone. Alors, on tournait bien des affaires, pas de son. À un moment donné, on a eu un magnétophone. Donc, c'est là que j'ai commencé à toucher au cinéma pour la première fois. Et comme c'était dans un contexte politique très précis, je suis arrivée là en 2 coups d'État, militaires. Ils venaient de remettre le pouvoir aux civils quand je suis arrivée. Puis l'année que je suis partie, en 1980, un mois après, il y a eu un autre coup d'État. Il y avait déjà la loi martiale dans 13 provinces. On sentait que ça sentait le roussi. Avec les films qu'on faisait, on était identifiés par la police aussi. On a déménagé beaucoup. Donc, en tout cas, à ce moment-là, ce qu'on filmait, c'était beaucoup les manifestations. J'en ai filmé des manifestations. Puis en revenant au Québec aussi, j'en ai filmé des manifestations. Mais là-bas, là, les manifestations, ça voulait dire vraiment, on ne tirait pas avec des balles de plastique, là, c'était avec des répressions dans le sang continuelles. Le 1er mai, à Istanbul, je me souviens d'une manifestation, il y avait 1 million de personnes rassemblées pour ce 1er mai-là. Puis la police a tiré dans le tas. Il y a eu 35 morts. On a filmé dans des bidonvilles où les gens pauvres de la campagne, les paysans sans terre, venaient et s'installaient. Puis il y avait des spéculateurs qui avaient l'œil sur ces terrains-là et fallait déloger les pauvres qui étaient installés là dans leur petite cabane en plastique. Et donc, des démolitions de bidonvilles où est-ce qu'on a un ami très cher qui est mort sous les balles de la police. Donc, cette époque-là, ça a été vraiment comme une expérience une vision de la politique, mais dans ce qu'elle a de plus extrême. Je me disais, oui, au Québec, c'est pas comme ça. D'ailleurs, on a déménagé au Québec. J'ai dit, on va-tu présenter notre fille à mes parents en profiter, là. Puis un mois après, c'est ça, il y a eu un autre coup d'État. Après ça, donc, retour au Québec à 3, et je suis partie je suis revenue 3, et avec un bébé. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment comme cherché à
à comprendre, à essayer de comprendre comment ces inégalités-là étaient possibles. Je dévorais Le Monde diplomatique qui était disponible en français, donc à Istanbul. C'est vraiment, j'ai fait beaucoup de mes classes en économie, en politique avec ce journal-là. Et donc, avec le vécu de nos amis, hommes, femmes, militants de cette époque-là, des gens très courageux. Puis là, bon, moi, j'arrive au Québec, puis bon, je ne savais même pas comment écrire un scénario parce que là-bas, on tournait, la pellicule était sur le marché noir, même la pellicule à rayon X, là, on passait le chapeau dans les manifestations pour ramasser un petit peu de sous pour acheter de la pellicule. Tourner, on avait des amis qui travaillaient la nuit pour faire du montage, mais je n'avais jamais écrit de scénario de ma vie. Donc, ça a été comme le défi à mon retour ici, d'apprendre à écrire un scénario, comment on écrit ça, un scénario de documentaire. Puis, le problème, ce n'était pas tant ça, là, ça s'apprend, puis peut-être aussi, je pense, avec l'expérience de théâtre que j'en avais lu des pièces de théâtre, puis digéré. J'avais comme une espèce d'intuition du discours narratif, des courbes dramatiques. Donc, c'est pas ça qui a été le plus dur. Le plus dur, ça a été de faire accepter ces sujets-là. Au début, on est revenu en 80. Alors là, d'une part, après l'effervescence politique, peut-être des années 70, ce que les décideurs, les télés, les institutions privilégiaient, c'était beaucoup le personnel, le vécu. Si j'avais fait un film sur ma mère et moi, mon cancer, c'était vraiment des histoires personnelles. On n'en voulait plus rien savoir du politique. Et d'autre part, donc les sujets que j'amenais, le chômage, les inégalités, les crises économiques, et l'autre dimension qui est très importante aussi parce que je l'ai vécu, c'est que comme femme, c'est comme si on ne m'autorisait pas à parler de ça. Il y avait le Studio des femmes à l'ONF qui venait d'être créé. Il existait en anglais depuis longtemps, mais il venait d'être créé en français. Et je me suis même fait dire, c'est intéressant ton sujet, mais c'est dommage que tu ne fasses pas des films de femmes parce que là, tu pourrais aller au Studio des femmes, puis là, autrement dit, l'argent qu'il y a, là, ça, on le laisserait aux gars qui veulent faire des films là-dessus. Je voulais faire un film à ce moment-là sur la gestion participative à General Motors, l'usine GM qui a été détruite. Là. Donc, là, il y avait des projets où on disait, ben là, vous n'êtes plus nos ouvriers. Tu sais, le concept Walmart, tu sais, vous êtes nos associés, des partenaires. Donc, quel est le rôle du syndicalisme là-dedans? Comment évolue le monde du travail et comment nous, comme travailleurs, se positionner dans un contexte comme ça, puis avec le monde de l'automobile, tout ça, GM, me semble que c'était comme un sujet, puis un lieu symbolique, puis j'avais quelque chose à dire là-dessus. Jamais, là, il y a des comités du programme où est-ce qu'il y avait droit de vie ou de mort sur les projets, où c'était que des hommes. Et souvent, bon, ils s'endormaient. J'en ai vu dormir pendant qu'on discutait. Et il y avait juste une femme, c'était Anne-Claire Poirier, qui m'avait soutenue, que j'avais le droit de parler de ça comme femme. J'avais mon point de vue d'humain là-dessus. Donc, ça n'a pas... c'est là que j'ai compris aussi, par rapport plus tard, mettons, cette idée d'avoir comme un studio des femmes ou pour les immigrants, pour les minorités visibles. C'est bien, mais ça peut être en même temps un gros piège où est-ce qu'on se défait d'une responsabilité, d'une responsabilité collective pour dire, OK, c'est dans ce créneau-là, ça ne fait pas partie de la société, c'est comme un créneau en particulier. Donc, ça a des effets pervers. Il y a des idées vertueuses qui peuvent avoir des effets pervers. Alors, finalement, j'ai fait un film sur les garderies. On avait une petite fille qui s'en allait à la garderie. Donc, on a... c'est un sujet de femme, ça pouvait passer. Là.
Alors, on a fait plein de manifestations pour avoir le droit d'utiliser les écoles qui fermaient parce qu'il y avait une baisse de population. Et jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui, je me retrouverais dans la rue encore pour défendre ce qui est devenu le réseau des CPE. Là. En 81, 82, 83, là, on se battait pour mettre sur pied. Bien, il avait commencé par des projets d'initiative locale, une autre belle invention où est-ce que la créativité dans les années 70, là, donc, il y avait des gens qui avaient parti ça, les garderies populaires. Donc, jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui, on se retrouverait dans la rue pour défendre ce réseau-là. Mais je l'ai abordé, pas comme un film de femme, je l'ai abordé avec le regard transversal qu'on dit souvent que j'ai, où est-ce que je mêle l'économique, le politique, le social. Et après ça, donc, j'ai fait un film sur la dénatalité au Québec. Je voyais que plein de... ça aussi, c'est comme, je ne sais pas comment les sujets me viennent, mais à un moment donné, il y a toutes des choses qui viennent nous chercher, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Là. Je lisais des articles dans les journaux qui disaient que le taux de natalité au Québec était à la baisse. On était rendu, je pense, à un des plus bas en Occident. Alors, tiens, pourquoi on ne fait plus d'enfants? Mais au même moment, il y avait quelqu'un d'autre à l'ONF qui faisait aussi un film là-dessus. On s'est comme croisés, rencontrés par hasard, mais avec un regard plus féministe là, par rapport à en tout cas, un regard plus féministe, je ne vais pas faire rentrer dans les détails. Puis, moi encore, ben, je dis, mais c'est quoi l'organisation du travail qui ne favorise pas le fait d'avoir des enfants? Oui, la durée des couples, quand tu n'es pas très longtemps ensemble, bien là, évidemment, tu te retrouves séparé à 30 ans, en pleine période de fertilité, puis que tu veux des enfants, mais que tu n'as pas de chum. Ou, ça, on en parle dans le film, mais c'est beaucoup, ce qui est questionné, c'est l'emphase sur la valorisation par le travail. Donc, à quelque part, déjà, j'installais mes préoccupations, même dans ces films-là qui étaient encore la dénatalité, tout le monde le sait, ça ne concerne que les femmes, les enfants. Donc, mais là, j'avais gagné mes galons, j'avais fait quelques films, puis là, j'avais gagné le droit, si on veut, de parler des choses que je jugeais urgentes et importantes à communiquer. Mais là, par quel bout commencer, là, parce que tu arrives avec un film sur l'économie, la mondialisation. Ça, c'était ma spécialité d'arriver là, au départ avec des sujets tellement vastes. Là, ça aurait pu faire des séries de 10 heures chacun. Puis après, d'essayer de ramasser ça, puis de dire, bon, au fond, là, ben, c'est parce qu'il y a une nécessité dramatique, il y a des contraintes de temps. On sait que bon, c'était des 52 minutes à l'époque, des fois des longs métrages. Mais quand je suis arrivée, ils avaient tous coupé. En documentaire, ils avaient coupé les fonds pour les longs métrages dans les années 80. C'est revenu après. Là. Une chose que je savais aussi, c'est que je disais, je ne veux pas prêcher à des convaincus. Je ne veux pas faire des films militants. Aller filmer des manifs, j'en ai fait, puis il y en a peut-être au moins une dans chaque film, là. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas aller faire un vox pop et dire pourquoi vous êtes là, là. C'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les injustices sociales, économiques qu'on vit. Puis je ne veux pas non plus, quand je dis que je ne veux pas prêcher à des convaincus, ça veut dire, moi j'ai toujours dans ma tête que je m'adresse à ma famille, qui sont d'un milieu modeste, ouvrier, qui ont leur secondaire. Puis je dis, ben ça représente encore beaucoup. Tu sais, l'éducation, c'est quand même nouveau dans l'histoire du Québec. Là, on en a beaucoup entendu parler dans le temps en 2012, là, pendant ce qu'on appelle le conflit étudiant, là, à quel point l'accessibilité de l'école, c'est important parce que c'est nouveau. Il y a beaucoup... moi, je fais partie de la première génération qui a eu accès à l'école, puis il y en a encore beaucoup de familles où quand peut-être moins dans votre âge, là, mais ça existe encore. Là, les gens se battaient pour ça en 2012, pour garder l'éducation accessible pour cette raison-là. Donc, je ne voulais pas non plus simplifier. Ce n'est pas de la simplification que je voulais faire, parce que ça serait comme un manque de respect à l'intelligence de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, de tous ces gens-là. Mais c'est de trouver dans tout ce que j'ai envie de dire
l'histoire qui va faire le lien entre les savoirs froids, si on veut, là, les concepts sociologiques, économiques, tout ça, et l'expérience personnelle et politique de chacun. Parce que même si tu n'as pas les mots pour le dire, tu n'en penses pas moins et tu n'en vis pas moins des situations d'injustice où est-ce que tu te poses des questions. Donc ça a donné à peu près sur une quinzaine d'années, même un petit peu moins peut-être, 4 à 5 films où j'ai abordé tous ces sujets-là. Où j'ai aussi comme développé cette approche-là de... C'est pas conscient, c'est juste rétrospectivement que je peux vous dire que c'est ça que j'ai fait. J'y allais par l'intuition. Bien, ça, vous êtes des créateurs, vous savez ce que je veux dire. Puis, c'est souvent les critiques de cinéma qui viennent, ou de la même chose en art visuel, tout ça, qui viennent comme mettre des mots sur ce que vous faites. Donc, j'essayais de rendre visibles les systèmes de pensée dont on est imprégné et qui imprègnent l'ensemble de nos vies. Alors, bon, le premier, peut-être je vais en parler un petit peu parce que c'est comme un peu tout semblable, là, mais au début des années, on était donc au début des années 90, c'était les balbutiements de la mondialisation, on parlait des traités de libre-échange qui allaient changer la donne pour les entreprises, comment augmenter la productivité, parce que là, on va être en concurrence avec les pays du tiers-monde, où est-ce qu'ils gagnent 10 fois moins que chez nous, puis là, réduire les coûts. Donc, on entendait partout parler de performance, d'excellence. Il y avait des galas d'excellence partout. Puis dans les entreprises, on disait comment améliorer la performance, comme si le mot productivité était un peu tabou, sauf dans les livres plus, les revues plus de commerce ou économique. Mais tous les travailleurs, tout le monde sentait très bien qu'il y avait comme une espèce de détournement de sens du mot excellence, que c'était comme des mots qui éveillaient en chacun de nous le sentiment d'un accomplissement personnel grandiose, alors que dans le fond, c'était pour augmenter la productivité des entreprises et gagner plus d'argent. J'ai rencontré des gens là-dedans qui disaient « Ah, je m'étais inscrite, des gens, des cadres au chômage, là, des gens qui étaient très performants, puis qui disaient même « Je m'étais inscrite je faisais du sport pour être plus performante au travail. » Tu sais, quand c'est rendu que l'exercice physique, une activité que tu devrais faire pour toi, pour te sentir bien, pour avoir du plaisir, est mis au service de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment comme dans tous les domaines de nos vies. Alors là, dans ce film-là, j'ai mis comme en parallèle, j'en parle plus longtemps, parce que ça a été ça a touché vraiment une corde sensible. Ça a été un de mes gros, pas peut-être le plus gros hit là, dans cette série de 4-5 films-là. Donc, il y avait comme des fermiers qui parlaient qu'il fallait rendre les cochons plus productifs, puis des poules pondeuses, il fallait qu'ils pondent plus d'œufs, puis les athlètes olympiques, il fallait qu'ils gagnent des secondes, il fallait toujours les enfants. Hey, c'était l'époque où tout le monde était en burn-out. À tous les jours, il y avait comme des reportages à la télévision, à la radio, on parlait les gens qui étaient en burn-out. Hey, il y a la moitié de la société qui est en chômage, qui ne trouve pas de travail, puis là, vous pressez le citron des gens qui sont déjà là. Tu sais, dans une société qui se targue d'efficacité, le capitalisme, c'est la meilleure allocation des ressources, et puis ça se targue d'efficacité. Bien, de quelle efficacité parles-tu si tu laisses inexploiter le potentiel créatif, le désir de se rendre utile de 10, 15, 20 % de la population? Donc, c'est tout ça qui m'intéressait là-dedans. Mais en même temps, c'est comme des concepts sérieux, là. Mais c'est un film où, pour la première fois aussi, je me suis autorisée à utiliser l'humour. Les gens riait, peut-être vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a quand même 20, il est sorti en 1994, là. Il est montré dans les cégeps, encore dans les universités, dans les cours autant de sociaux, de philo,
parce qu'il correspond vraiment. Je pense que la problématique n'a pas changé, là, mais au-delà d'être sérieux, je veux dire, c'est comme tu peux vraiment. Les gens riaient, pliés en deux dans les salles quand ils regardaient le film. Donc, il y avait un regard sarcastique par le montage aussi, des associations d'images qui créaient le rire. Et c'est peut-être aussi cette dimension-là qui a fait que toute cette série de films que j'ai fait sur la mondialisation, les inégalités, c'est celui-là qui, en tout cas, qui a fait le plus, déclenché le plus de rire. Mais ça a été comme un processus pour moi de m'autoriser à faire ça, à avoir une espèce de regard un peu plus flyé des fois, là, des narrations aussi, où est-ce que un petit peu sarcastique, jouer avec l'ironie. Et je pense que ça fait partie aussi de la façon dont on peut être touché. Parce que juste faire des discours, faire des entrevues, ça serait plate à mort. Puis bon, moi, je sais qu'il y a des gens, ou moi-même, je vais voir un film sur un sujet aride avec des entrevues parce que je m'intéresse au sujet. Mais si tu veux aller chercher beaucoup de monde puis essayer d'avoir un impact, parce que n'est-ce pas ça, c'est ça le but aussi, là, de changer le monde. Quand je dis, c'est ça, je n'ai pas perdu, même à l'âge que j'ai aujourd'hui, l'idée de vouloir changer le monde. Bien, changer le monde, c'est changer des individus au départ. Et donc, comment toucher l'individu? C'est pas juste, oui, par la tête, par le discours, mais le discours aussi provoque des émotions. Il y a des choses qui, des fois, qui nous arrivent, puis qui nous allument, puis on est sous le choc d'avoir compris, d'avoir un nouveau concept à digérer. Mais c'est aussi, dans un film, c'est ça aussi, c'est à la fois la dimension intellectuelle, la dimension émotive, et le rire participe de ça, là. Puis dans les histoires que je raconte, puis Dieu sait que c'est un peu ça comme ma spécialité, là, de faire, d'aller, autant que mes sujets sont larges au point de départ, mais qu'à la fin, tu tires sur un fil. C'est ça le montage. Jamais en bas de 4-5 mois de montage, un film. Là. Où est-ce que tu finis par élaguer, puis là, tu tires sur le fil, puis hop, tout vient. Il n'y a rien qui s'en va à droite, à gauche. En tout cas, le but, c'est ça. Là. Il reste 5 minutes. Oh, pas l'air. OK. Bon. Alors, bon, c'est ça. Donc, j'ai fait un autre film sur la mondialisation qui s'appelait Turbulence, où est-ce que j'essayais de mettre en évidence là, les mécanismes qui se mettent en place pour faire en sorte que les riches deviennent plus riches, puis les pauvres deviennent plus pauvres. J'ai parlé du monde du travail, de la disparition de la notion de bien commun. Et ça encore, c'est toutes des choses qui sont comme... tu ne le sais pas au point de départ, comme pour donner l'exemple de celui sur le bien commun. Je voulais parler de l'appropriation privée de l'eau, des détournements de fleuves qu'on voulait faire. Là. Je voulais parler des brevets sur les semences. Je voulais parler de la privatisation des services publics. Puis tout ça, quel film je fais là-dedans? C'est comme si c'était 3-4 films devant moi. Jusqu'au moment où j'ai cliqué, j'ai dit, mais tiens, regardons ça. Il y a quelque chose qui chapeaute tout ça. Ce n'est pas pour rien que tout ça est en moi en même temps. C'est parce qu'il y a la notion de bien commun derrière ça, de richesse collective. Et donc, cette menace à tout ce qui existe, qui n'est pas encore, sur lequel le marché n'a pas mis sa main encore. Donc, puis là, bon, après, ben, je vais vous parler de 2 minutes de l'empreinte. Là. Puis ça, et parce que donc le troisième moment important dans mes prises de conscience personnelles, politiques et qui ont un impact sur mon travail, ben, c'est un jour en revenant de l'épicerie, je tombe par hasard dans la rue sur un vieil ami que j'avais perdu de vue depuis 10 ans, Yvan Dubuc, avec qui j'ai fait l'empreinte, qui revenait de France et qui... on s'est rencontrés, on a parlé de nos expériences depuis les 10 dernières années. Et on a parlé beaucoup du Québec, comment le Québec avait évolué depuis qu'il était parti et tout ça. Et puis, à un moment donné, il me dit comme ça, tu sais, hey, c'est en France que tu comprends que tu n'es pas français.
C'est drôle parce que Roy Dupuis nous a dit la même chose. Pendant le cours de la recherche, Fred Pellerin était allé en France et nous a dit la même chose. Puis c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Et puis là, bon, si on n'est pas français, ben on est quoi? Oui, on sait qu'on est différent, qu'on est une société distincte en Amérique, mais ni nos racines françaises, ni l'immersion dans le monde anglo-saxon dans lequel on est, n'expliquent totalement qui on est. Et Yvan me dit, moi, je pense que si on est ce qu'on est, c'est parce qu'on a eu des contacts avec les Autochtones puis qu'on a capté quelque chose d'eux. J'en ai des frissons là, quand je vous le dis encore. Là. Ça a été comme un moment, là, 3-4 affaires que je savais de nous autres. 3-4 affaires que je savais des Autochtones. Ça a fait ça. Je dis, tout le temps, là, moi, je me dis, comment ça se fait que nous, au Québec, on n'arrête pas de se faire dire les Québécois, nous autres, on a un problème avec la richesse. Tout le temps, de toute façon, tout ce qu'on se fait dire, c'est très souvent renvoyé négativement. Nous autres, on est une société de consensus au Québec, consensus mou de préférence. On n'aime pas la chicane. Tu sais, c'est comme tout le temps négatif. On est une société collectiviste, égalitariste. Pas égalitaire, égalitariste. C'est très souvent, puis même, j'avouerais que moi-même, j'avais comme intégré un peu ça, mais en même temps, en me disant, ouais, c'est plus complexe que ça, là. C'est pas juste ça. Parce que moi, là, j'en ai pas de problème avec la richesse si tout le monde est riche. J'ai un problème avec les inégalités. Puis là, collectivement, c'est peut-être ça. Je dis, c'est peut-être ça qui explique que le poids de l'impôt est plus fort au Québec qu'ailleurs, mais on la redistribue. On pense collectif, on pense à une... l'élément collectif est important dans notre façon de faire, notre façon de voir. Et là, de remonter, le film, là, c'est en 2010, début 2010, qu'on a fait notre pitch à Radio-Canada. Et à Radio-Canada, c'est intéressant parce que c'est les 2 personnes qui ont accepté le projet. Une mère canadienne-anglaise, père français de France, et l'autre d'origine haïtienne, grandie au Québec à Rimouski, donc un noir, qui nous disent tous les 2, mais qui est né au Québec, lui, quand même. Il a grandi, qui est né et qui a grandi ici, là. Les 2 nous ont dit, depuis que j'ai lu votre scénario, je comprends qui je suis et pourquoi. Et ça a été comme le même effet. Donc, ce n'est pas une question de sang, ce n'est pas les Québécois de souche, c'est pas... le sang, ça ne transmet rien. Là. La culture, c'est parce qu'on vit ici. Et ces gens-là et beaucoup d'autres mondes qu'on a rencontrés par la suite, qui venaient de partout, qui disent « Maintenant, je comprends le Québec. » Le monteur qui a fait la bande-annonce, c'est un Français, puis lui aussi, j'ai pleuré comme une vache quand j'ai regardé le film pour être capable de faire la bande-annonce. Il dit, je reconnaissais tout ce que j'aime dans le Québec. Il était ici depuis 15 ans. Puis pourquoi j'ai quitté la France? Puis, j'ai l'impression que maintenant, je suis imprégnée de ça, de cette façon de voir aussi. Même les anglophones, là, moi, je pourrais vous nommer plusieurs. Ceux qui sont... la barrière de la langue, c'est quelque chose, là, mais ceux qui parlent français, qui lisent autre chose que du Québec bashing dans certains journaux, peuvent essayer de comprendre quelque chose. Tu sais, quand il y a eu Harper qui voulait mettre qui l'a mis, là, les peines minimales pour les jeunes contrevenants, puis qui remettait en question, par exemple, le système québécois de justice pour les jeunes contrevenants, puis en général, c'est quelque chose, c'est une façon de faire qui a fait ses preuves. Les taux de criminalité baissent, les taux de récidive baissent. On n'est pas dans la répression, on est dans l'inclusion un peu. Donc, je fais le lien avec, juste parce que j'aime le nommer, dans cette pensée, on est imprégné un peu de cette pensée circulaire, inclusive, qui nous est venue des Autochtones. Là, vous irez voir le film pour en savoir plus. Mais... Alors, et qui était venu à la défense du modèle québécois? Il y avait des pages entières dans deux gazettes. Je pense que ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question d'où on est né. C'est que quand on vit dans cette culture, dans ce pays,
On est imprégné de certaines valeurs. Puis probablement que nos ancêtres, c'est ce qui est arrivé aussi. Les Indiens étaient en majorité, donc nous, on était minoritaires, on avait besoin d'eux. Le mépris est arrivé beaucoup plus tard, la distanciation, on explique tout ça dans le film. Mais peut-être pour faire un lien avec tout ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'avenir de notre société, de nos sociétés, l'avenir du monde, de la planète, qui m'inquiète au plus haut point, là, quand je vois qu'on s'en va dans des barbaries extrêmes et toujours mon désir de changer le monde, je me dis que nous, au Québec, on a peut-être quelque chose en dedans de nous où on porte pas uniquement, je ne dis pas que j'ai des solutions qui émergent partout dans le monde, mais on a tendance à dévaloriser ce qui se fait ici. Là. Moi, je pense que ce que les Autochtones nous ont transmis, et avec la présence autochtone sur ce territoire-là, je pense qu'il faut comme repenser notre vivre ensemble au plus sacrant avec les Autochtones, puis on a toutes les raisons historiques de le faire, et d'être fiers de bâtir notre société consciemment sur cet ensemble de valeurs qui nous distinguent, qui fait de nous qu'on ait une société distincte. Comme dit Serge Bouchard dans le film, c'est notre force d'essayer. Moi, en faisant ce film-là, je me suis dit, enfin, là, on dirait que je marche dans mes bottines. Je n'essaye pas d'être comme les Français, comme les Américains. Ils l'ont l'affaire, eux autres. Comme ils n'ont pas de problème avec la... Non, si je suis comme je suis, c'est comme ça a donné des racines historiques, des assises historiques à mon engagement. Et je me dis que cette pensée circulaire, inclusive, égalitaire, que nous portons, nous devrions la renforcer dans notre pays et que si on a quelque chose à apporter dans le concert des nations, que cette voix-là, elle est importante et qu'on porte peut-être cette responsabilité-là de contribuer à les valoriser, à les rendre plus fortes, là, je cherche mon mot, ici, à la grandeur du pays, là, puis dans le monde. Alors, c'est ces valeurs-là que je vous invite à découvrir dans le film. Pas les découvrir parce que vous les portez en vous, vous savez qu'elles sont là, mais à en prendre conscience, à les nommer, puis en faire notre créativité. On en parle même dans le film, dans la créativité du Québec, dans les entreprises de façon générale. Donc, merci à tout le monde.